Les histoires que nous vous présentons s'inspirent de cas réels, soumis à l'Office d'investigation et de recherche scientifique. Alors, c'est bon? Ah oui. Disons, tu l'aimes bien, mon bœuf émincé, hein? Ça sent bon, chérie. Oui, notre nouvelle amie aime ma cuisine. Ne le nourris pas trop, hein, garde-en pour nous. Tu veux goûter? Je vais attendre que ce soit cuit. D'accord. J'y vais. Allô? Ah, Jeff. Oui, je sais. Je m'occupe de ça demain matin. Ce soir? Enfin, le bureau a approuvé les chiffres. D'accord. Entendu. Bien. Écoute, passe ici, on verra ça ensemble ce soir. Oui, Franck est ici, oui. Oh mon Dieu! Oh! Arrière, maintenant, n'approche pas! Arrière! Regarde! Regarde! Tu ne vois rien, regarde là! La possession de l'âme par le démon est une croyance primitive. Malgré des siècles de progrès social, beaucoup de gens croient toujours que le diable est à l'origine de certains événements terrifiants. Paul Tanner est un programmeur de logiciels et l'heureux propriétaire, avec sa femme Kelly, d'une vieille maison restaurée à San Francisco. C'est un homme moderne, mais sa vie a été ébranlée par des visions terribles, émanant d'une image du diable. Paul Tanner défendait-il son âme contre une attaque démoniaque? Telle était la question à laquelle devait répondre l'Office d'enquête et de recherche scientifique dans le cas numéro 67102. Ne t'approche pas de moi! Mon père, aidez-le par pitié. Madame Tanner, je manque d'expérience en ce genre de choses, je ne suis pas préparé. Je vous en prie, je vous en supplie. Nous avons tout essayé. Nous connaissons vos péchés cachés. Père, nous voyons à travers vos mensonges. Mutesce maligne spiritus. Écoutez-moi, esprit du mal. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde-moi le courage de combattre les forces du mal. Je t'ordonne, ô malveillant esprit, au nom du Père Tout-Puissant et de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, de libérer cette création de Dieu, Paul Tanner, que tu retiens captif. Exi, exi, exi. Surveillez-le de près. Le diable n'est peut-être pas loin. Madame Tanner, je dois avouer que je n'ai jamais rien vu de tel. Mais je ferai ce que je peux pour libérer son âme. Je dois mettre mes supérieurs au courant de cette affaire. Mais il y a peut-être une autre façon d'aider Paul. Connor Doyle, chargé de dossier. Cas numéro 67102.
Jour 1, résidence des Tanner. L'analyse de base ne montre aucune anomalie des champs énergétiques. Les radiations relevées se situent dans les normes prescrites. On ne note dans l'environnement rien d'inusuel qui ait pu provoquer la crise du sujet. Périmètre sous contrôle, Conner. Les témoins ont signé la décharge, ils sont d'accord pour l'entrevue. Bien alors, commençons. D'accord. Que voulez-vous que je vous dise? Enfin, je connais ce couple depuis 6 mois maintenant. Ce sont des gens bien. Ces jours-ci, certains signes nous avertissent que ça va recommencer. Mais la première fois que ça s'est passé, rien ne le laissait prévoir. Je ne suis pas un exorciste reconnu aux yeux de l'Église, si vous voulez. Cela n'entre pas dans mes compétences. Il doit être psychotique, je sais pas. Il se met à hurler, il jette à terre toutes les lampes qu'il trouve. Il devient complètement dingue. Quand j'ai vu que ça se répétait, et j'ai refusé malgré tout de me dire qu'il était possédé. Enfin... Je crois en effet que si on se trouve dans une pièce et que le diable s'y trouve aussi, oui, on peut sentir une présence. C'est vraiment horrible. Enfin, Paul semble aller bien. Et tout à coup, il devient monstrueux. Alors, je ne sais quoi dire. Je n'en sais rien. C'est vraiment vague. J'ai comme l'impression d'avoir commis quelque chose. Quelque chose d'horrible. Avec Paul Tanner, par contre, je n'ai jamais vraiment senti ce genre d'esprit maléfique. Et après avoir essayé sans succès d'exorciser le démon, il a été décidé de prendre contact avec vous en espérant que vous pourrez faire plus. J'ai conduit Paul à l'hôpital pour que notre médecin lui fasse passer des tests. Et il a passé une série de tests, mais il n'a rien trouvé. Que doit-on faire quand votre propre mari vous fait peur? Je n'ai aucun souvenir de ça, sinon celui d'une intense douleur. Je n'ai aucun contrôle. Écoutez, je n'y comprends rien. Je peux avoir un verre d'eau? Mise à jour du dossier. Le témoin de l'épisode, un dénommé Frank Kelterborn, ami de la famille Tanner, restera sur les lieux pendant la durée des investigations, de manière à maintenir un environnement contrôlé. Le docteur Corliss, psychiatre de l'équipe OSIR, poursuit son évaluation psychologique. Par hypnose, elle rétrogressera Paul Tanner afin d'obtenir un compte-rendu précis des faits avancés. X, Y, Z. Paul, relaxé. Relaxé. Paul, vous m'entendez? Son pouls dépasse 80. Il présente un énorme stress psychologique et physique. Paul, rappelez-vous, vous êtes détendu, relaxé. Pouvez-vous nous ramener au 16 avril dernier, à 20h, Paul? Où êtes-vous? À la maison. Au salon. Avec qui êtes-vous? Les démons. Esprit maléfique. 3. Que veulent-ils? M'emmener. Ce qu'ils veulent, c'est mon âme. Allez-vous-en, démons! Paul, revenez maintenant. Cas numéro 67102, jour 2. L'évaluation de l'environnement est terminée. Des échantillons de l'air, de l'eau et du sol sont envoyés par courrier au bureau central pour analyse approfondie. Jusqu'ici, les premiers résultats sont normaux. Nous continuons la surveillance in situ de la résidence des Tanner. Son compte-rendu de l'épisode est une version distordue des autres témoignages. Est-il possible qu'il souffre d'un problème mental? Non, j'en doute. Ce serait plutôt une réaction traumatique à certains stimuli. Il n'a pas de passé médical psychiatrique. Quelle serait la cause de cette réaction? Le profil obtenu ainsi que les tests n'indiquent rien d'insolite.
Qu'avons-nous d'autre encore à propos de son boulot et de ses amis? Eh bien, Tanner a du mal à remplir un important contrat. Ça ne va pas particulièrement bien. Peut-être qu'il est sur le point de faire une dépression. Ça ne concorde pas avec son profil psychologique. Il est absorbé par son travail, mais pas submergé. Pourquoi alors ces réactions psychotiques? Ça semble être un trouble post-trauma. Sauf que rien n'indique qu'il ait souffert d'un trauma quelconque. Qu'en pense le père Martin? Bien qu'il n'ait pas toute l'expérience d'un exorciste, il a strictement suivi le rituel de l'église, mais apparemment Tanner a le don des langues. Il dénie tout objet religieux. Est-ce que le père Martin croit que Tanner est possédé? Il dit qu'il n'a jamais rien vu de tel. Tanner. Oui? Venez par ici, il y a du nouveau. La caméra de surveillance les prend sur le secteur 9. Montez le son. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pire que jamais. Je sais. Et même s'ils peuvent l'aider, on ne sait jamais. Ça peut demeurer à l'état latent. Ça risque d'être dangereux d'être seul avec lui. C'est injuste. Enlevez le son. Un tel comportement découlerait d'un stress marital? C'est une variable qu'il faut prendre en considération. Ce n'est pas mon avis. Je ne crois pas que l'épisode de Paul soit dû à la combinaison d'un stress mental et professionnel. Attention, voilà une autre crise qui se prépare. N'approchez pas! Allez-vous-en, démon! Allez-vous-en! Corliss, donnez-lui un sédatif, aidez-le! Allez-vous-en! Non! Faites vite, Corliss. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Et dans 5, 4, 3, 2... Montez-le, il est épuisé. Il sera surveillé par un de mes hommes ce soir. Il va s'en tirer. Mise à jour du dossier. Le fait que Kelly Tanner ait aussi expérimenté un épisode violent inexpliqué ne laisse pas de me préoccuper. L'examen médical effectué par le docteur Corliss montre que Paul Tanner a souffert d'une dislocation de l'épaule gauche dans sa lutte avec l'équipe. Pour leur propre bien, ils sont sous sédation et surveillés de près jour et nuit. Les échantillons de sang du couple ont été envoyés au labo d'OS hier. On espère les résultats dans 24 heures. Ce phénomène se propagerait? Difficile à dire. J'ai rarement vu un même cas de possession affecter plus d'un sujet. C'est peut-être une forme de schizophrénie. Non, j'en doute. Les analyses psy effectuées auraient montré des anomalies. Et nous avons pu déjà écarter le stress psychologique en tant que cause. Donc, un possible transfert du comportement de Paul sur Kelly est hors de question. Il nous faut plus de données. Donner, fouillez encore. Les premières fois, l'exorcisme aidait Paul à supporter la douleur. À ce point-ci, tout est possible. Alors ne l'oublions pas. Frank, vous devez rester ici. Oh, voyons. Je veux juste passer une heure seul. Je suis désolé, l'environnement est sous contrôle. Ça va, Donahue? Qu'y a-t-il, Frank? Oh, cette maison est en train de me rendre fou. Ah oui. Ça vous a secoué, je comprends. Comment vont Kelly et Paul? Ils se reposent, pour l'instant. Écoutez, professeur. Je ne suis pas du genre religieux. Mais cette invasion de démons dans l'esprit et le corps... Vous craignez d'être le prochain? Oui, si ça se propage. Les risques qu'une possession démoniaque puisse se transmettre à un autre sont minces. Relaxez. Bien sûr que j'entends des choses la nuit dans la maison des Tanner. Ils n'arrêtent pas de crier et de briser des choses. C'est loin d'être un mariage harmonieux. Avez-vous vu d'étranges lumières? De la fumée?
On parle de cris, pas de fumée, d'accord? On n'avait rien vu d'aussi dingue depuis le tremblement de terre de 89 qui a fait tomber la moitié des cheminées du coin. Est-ce que vous connaissez leurs voisins? Je n'ai pas pu les contacter. Non, je les ai jamais vus, désolé. Mais si vous les voyez, dites-leur de tondre leur gazon. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? On devrait faire appel à un ingénieur constructeur. Je suis pas expert, loin de là. Mais un voisin parlait de séisme et d'éboulement, non? Oui, mais quel est le rapport avec ce qui se passe? Tu ne sens pas l'air entré? Oui. Ça vient de là. Il y a une brèche dans le mur. Oh, merde! Une chance que tu sois vacciné. J'ai toujours dit que j'avais la façon avec les animaux. Hé, Kelly. T'inquiète pas, on va s'en sortir. Kelly, ça va? Exténué, mais ça va. Oui, on va mieux. J'en suis heureux. Oh, c'est pas vrai, c'est moi qui ai brisé tout ça. J'ai bien peur que oui. Seigneur, je ne me souviens de rien. Quand est-ce que ça va finir? J'ai peur. Donahue, vous me recevez? Que se passe-t-il? Donahue, Donner, répondez. Nous sommes au sous-sol. Possible code rouge. Je répète, possible code Restez rouge. là. Il s'est effondré et a commencé à réagir. Code rouge, Donahue au sous-sol. Reculez! Je le sens sur ma peau! Mon Dieu! Le son! Le son! Cramoisi! Trop cramoisi! Ça goûte trop rouge! Alors, Ray, c'est nous! Trop rouge! Reculez! Reculez! Ils m'ont eu, moi aussi! Mise à jour du dossier, 17h40. On ne sait toujours pas comment le phénomène se transmet. Le chimiste de l'équipe, Sandra Miles, va comparer le sang prélevé sur les époux Tanner avec celui de l'agent de sécurité Ray Donahue. J'ai reçu le sang. Il arrive du bureau central. Il est pas trop tôt. Oh merde! Il n'y a rien. Aucune trace de substance étrangère. Une minute. Qu'a dit Donahue avant de s'effondrer? Il a parlé de couleur. Il a dit, c'est trop cramoisi, ça a un goût rouge. Et s'il souffrait de synesthésie, un éclairage UV mettra les traces résiduelles en évidence. Acide lysergique diéthylamide? Du LSD? Exact. Il peut arriver que sous son effet, les sens se brouillent, on entend des couleurs et on goûte des sons. Pourquoi n'a-t-on pas vu de traces de drogue avant? Je pense que le métabolisme s'est produit avant que ne fonctionne le détecteur. Vous voyez, les Tanner l'ont aussi. Eh bien, nous nous sommes fiés au rapport du médecin de famille pour les premières analyses. Ils ont dû faire un test de drogue élémentaire qui était négatif pour eux aussi. Oui, mais cela n'explique pas pour autant le comportement violent. Non, mais si la drogue est ingérée à notre insu, nous pouvons être pris de panique sous son effet. Il faisait des tripes qui tournent mal. Il nous reste à savoir quel a été le mode de transmission. Oh, la transmission a pu se faire de bien des façons. La plus commune est l'absorption par les tissus cutanés. Inspectons la maison au complet. Avec un éclairage UV, l'inspection mettra en évidence les traces résiduelles. Réévaluons l'environnement de la maison à nouveau. 2h du matin, jour 4. Nous effectuons une réévaluation complète des tests de l'environnement. Mais nous avons maintenant en vue un objectif plus précis, le LSD. Dans son état pur, la drogue apparaîtra fluorescente sur nos écrans. Mettez l'éclairage UV. Allons-y, voyons ce qu'on va trouver. Nous recevons les images vidéo, Connor. Allez vers l'avant de la maison. Nous captons quelque chose côté ouest. Nous sommes La salle à dans... manger, compris. Cherchez dans cette pièce. Attendez une seconde. Notre lecteur vient tout à coup de grimper. Affirmatif, le mien aussi.
dirait que c'est ce petit félin qui est le coupable. Le maudit chat est toxique. Ça se pourrait, en effet, Ray. Le chat pourrait être le dénominateur commun. Les 3 sujets ont été en contact avec lui avant de changer de comportement. Je crois que nous avons trouvé le mode de transfert. D'accord. Comment le chat a-t-il eu accès aux produits chimiques? Percé pour le sondage en cours. Gel de l'image, momentanément. Les maisons du quartier ont en commun toit, murs, conduits et autres éléments. Le glissement des fondations dû aux secousses sismiques ont fait dans le mur une brèche bien assez grande pour un chat, en tout cas. La voie est libre. Alors, qu'en est-il? C'est un laboratoire de drogue. Manifestement, le chat s'est introduit dans le labo et fut contaminé par de fortes concentrations de drogue à l'état brut liquide. Tous ceux qui eurent un contact direct avec le chat furent contaminés par le LSD. Ironiquement, les chats sont réfractaires au LSD, alors que nous, les humains, nous le sommes à la cater. Les producteurs clandestins de la drogue furent arrêtés et inculpés. Les Tanner se sont maintenus unis, aucun rapport n'a été fait d'autres incidents de caractère aberrant. Ici le chargé de dossier Connor Doyle qui clôt le cas numéro 67102. Oui. Donc, le démon que Paul et Kelly Tanner combattaient ne relevait pas de la superstition, mais de la technologie pharmaceutique. Toutefois, la peur et la paranoïa, souvent accompagnées de profondes croyances religieuses, sont des réactions communes aux drogues psychotropes. Un exemple frappant est sans doute l'hystérie qui a entouré la chasse aux sorcières à Salem en 1692. Selon certains historiens, l'ergot de seigle dont est tiré le LSD en aurait été la cause. Même si la science a trouvé une explication rationnelle aux événements survenus chez les Tanner, la perception des choses de Paul et Kelly était terrifiante et réelle. J'aurais pu me passer de cette soirée. Une vraie perte de temps. Allons, chérie, ça fait partie des affaires, comme tu dis toujours. Partie des affaires. Si jamais je revois ce Ralph Fenwick et tous ses prétentieux partenaires, je crois que je lui mettrai mon pied au derrière. Essaie au moins de jeter un coup d'œil sur la route. Tu as vu ça? Quoi? Et là, devant nous, j'aurais pu jurer que... Annonce-t-on de la pluie pour ce soir? La route, chérie, concentre-toi sur la route. Pitié, pitié. Allez, tire-toi. Oh, Seigneur, vous m'avez entendu? Je vous en supplie, sire, aidez-moi. C'est quoi votre problème? Oyez, aidez-moi, sire. Vous êtes sourd ou quoi, ma parole? Au nom du Seigneur. Oh, aidez-moi. Le voyage dans le temps est un concept qui captive l'imagination. La science-fiction dépeint les voyageurs dans le temps comme des aventuriers courageux, prêts à affronter un futur inconnu ou à corriger les erreurs de l'histoire. Mais quand c'est un homme ordinaire qui est arraché à son époque et qu'il se retrouve dans un monde futur inconnu, on peut imaginer son désarroi devant la perte de sa famille face à un monde étrange et menaçant. Moins de 36 heures après la découverte d'un homme perdu dans la campagne anglaise, l'Office de recherche et d'enquête scientifique, ou l'OSIR, était sur les lieux pour tenter d'établir s'il s'agissait du délire d'un fou ou du désespoir d'un homme échappé du temps malgré lui. Cas numéro 10103, chargé de dossier Connor Doyle, jour 1. Sujet trouvé errant sur une route à Belle-Île-en-Mer, dans le Poitou, en France. Suite à une évaluation préliminaire, le docteur Robert Steen a cru bon transférer le patient à l'Institut de psychiatrie de Rochefort. Après révision du rapport de police et de la déclaration du patient, le docteur Steen a contacté l'OSIR.
Professeur Doyle, je présume. Dr. Steen. Bienvenue à l'Institut, professeur. Merci de votre coopération. Il nous faudra une liste de tous ceux qui ont eu un contact avec le sujet, le rapport de police, ses vêtements et ses effets personnels. Vous pouvez compter sur nous. Selon le rapport du Dr. Steen, le sujet est stable mais désorienté. Il communique apparemment en français, mais le dialecte est obscur. Mademoiselle Donner devra en identifier l'origine. Oui, j'ai lu son rapport. Quel nom a-t-il donné? Attends, Godfrey. Son histoire n'est pas claire. C'est tout simple. Le sujet prétend qu'il était sur sa ferme et qu'il s'est subitement retrouvé devant une bête métallique. Une bête métallique? La voiture d'un couple, en réalité. Les Beaux Soleils, plutôt courte leur déclaration. Faudra aussi leur parler. Oui, tu as raison. Pourvu qu'on ne soit pas venu ici pour rien. Monsieur Godfrey, nous voulons vous aider. Je vous en supplie, quelle que soit la sorte d'apparition, de grâce, mettez fin à ce sordide cauchemar et ramenez-moi sur ma ferme. Monsieur Godfrey, nous avons des questions à vous. Pourquoi veut-on point me dire ce qui s'est passé? Donner, avez-vous identifié le dialecte? C'en est un de langue Doyle, normand ou picard. Monsieur, essayez de ralentir un peu. Parlez moins vite, d'accord? Voulions savoir ce qui m'étions arrivé. Nous revenions en voiture de Rochefort hier. Il était assez tard, il devait être... On aurait dit qu'il arrivait tout matin. droit de ce fameux musée de la ferme. J'ai trouvé son jeu plutôt excellent, jusqu'à ce qu'il se mette à crier à tue-tête avec un accent très prononcé. On a vérifié ses antécédents, et cet homme ne figure pas dans les registres. Aucune empreinte correspondante, aucun porté disparu portant ce nom. On a même vérifié les fiches dentaires. Rien du tout. C'est étrange. Pourtant, tout le monde a une fiche dentaire. Il ne s'est pas contredit lors des entrevues. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit apparaître un homme qui prétend être du XVIIe siècle. Quel est votre nom? Mon nom est Jean, Godfrey de Belle-Île-en-Mer. Quel est votre âge actuel? J'avions 35 ans. Où habitez-vous? Ma ferme est aux côtés du village de Port-Royal. Date de naissance? J'avions été né le 20 avril, en l'an de notre Seigneur, 1612. Comment êtes-vous arrivé ici? Nous ne saurions point vous le dire. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Les tests physiologiques ne révèlent aucune trace de bactéries modernes ou d'anticorps synthétiques dans son organisme. Plutôt incroyable. Mais possible. S'il venait d'un coin reculé de la Terre, ce serait possible, non? Peter? Il n'y a aucune anomalie environnementale dans la région, aucun déchet à risque, aucun gaz toxique, aucune concentration anormale de champs énergétiques, il n'y a rien. Mademoiselle Donner? Le sujet a un accent et un parler assez inusité. Ce n'est pas un dialecte de langue Doyle. En réécoutant les bandes, on a conclu que le patient vient peut-être d'une région côtière de la Normandie, ou alors il parle un des idiomes inhérents aux fermiers du Poitou des années 1600. Intéressant. Mais ce n'est pas tout. Selon les archives locales, un fermier du nom de Jean Godfrey a en effet existé dans le Poitou entre 1612 et 1647. Le sujet a-t-il pu avoir accès à ces renseignements? Il lui aura fallu beaucoup de temps, mais... La probabilité d'un canular n'est pas à rejeter. Tel que décidé, j'ai commencé à investiguer dans les fermes de la région, dans le but de comparer les données des archives. Excellent. Dr. Hendricks? Il est encore très secoué. On a procédé à plusieurs tests de DEP afin d'interpréter sa psychodynamique, mais toutes les données recueillies jusqu'ici corroborent la version du sujet. Et l'hypnose régressive, pas de résultat? Non, rien encore. Je n'ai pas pu l'amener à l'état de préconscience nécessaire. Faites tout ce qu'il faut pour l'y amener. Cas numéro 10103, chargé de dossier Connor Doyle, jour 4, 7 heures.
Il se peut que l'hypnose régressive révèle ce qui est arrivé au sujet cette nuit-là. Dites-moi, que voyez-vous? Ma ferme. Je dois nettoyer le chemin. Pourquoi? Un arbre est tombé pendant l'orage. Quand cet orage a-t-il eu lieu? Hier au soir. Bon Dieu! Qu'y a-t-il? Encore une lumière! Décrivez-moi ce qui se passe. Que voyez-vous? On dirait un galet dans l'eau, mais il n'y a pas de point d'eau. Tout autour de moi. Aidez-moi! Aidez-moi! Veuillez continuer. Elle a disparu. Ma maison, ma famille, disparu. Que voyez-vous? Je suis dans mon champ. Mais tout est différent. Une lumière aveuglante. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Bonjour. Bonjour. Nous vous remercions de nous recevoir, Madame Allaire. Il s'agit d'un important projet pour la Société historique de notre université. J'ai toujours eu à cœur la préservation de notre patrimoine. La maison centrale a été construite en 1910. Et avant ça, qu'y avait-il ici? Des terres arables. Du thé? Oui, merci. La ressemblance est frappante. C'est lui. Du moins, vous le présumez. Bon, d'accord. Doit-on rester sous couvert? Ne leur en parlez pas tout de suite. Renseignez-vous sur l'histoire de la famille. Attendez. Le rapport généalogique indique que les Allaire sont les descendants d'un certain Jean Godefrein. Voici ma fille, Mélanie. Et j'ai retrouvé l'arbre généalogique que vous désiriez. Oh. Madame Allaire, quel est l'étonnant personnage sur ce portrait? C'est le sieur Antoine Allaire. Un peintre de la région l'a réalisé en 1731. Monsieur Antoine a établi le premier moulin à orge en 1702 et fut adoubé par la reine Anne. Et qui étaient ses parents? Régine, la mère du sieur Antoine, est devenue orpheline à l'âge de 7 ans. Après que son père ait disparu et que sa mère ait succombé à une phtisie. Elle fut élevée par sa tante. Dites-moi, connaîtriez-vous par hasard le nom du père, celui qui a disparu? Oh, il n'a pas disparu. Il s'est enfui. En Amérique, à ce qu'il paraît. Ah oui? Allons, allons, Mélanie, tout ça n'est que du folklore. Personne ne sait en réalité pourquoi Jean Godefrein a quitté sa famille. Le sujet présente tous les symptômes post-traumatiques classiques. Il ne comprend même pas ce qui a pu lui arriver. Mais il se confie à vous. Oui, professeur. J'ai ici le rapport du labo sur les vêtements du sujet et ses effets personnels. Il semble être authentique, mais pas d'époque. Que voulez-vous dire? Eh bien, que les fibres correspondent aux fibres de l'époque, mais qu'elles n'ont vieilli que de 5 ou 10 ans. Ce serait difficile à faire. Mais peut-être possible. Je vais parler à Madame Allaire moi-même. Je lui exposerai la situation pour tenter d'obtenir sa collaboration. Mais c'est absurde! Cela peut vous sembler ainsi. Essayez-vous de me dire que cet homme est en réalité Jean Godefrein? Tout ça est absurde! Certains éléments corroborent ces dires. Un test comparatif d'ADN pourrait nous fixer.
Ça suffit, assez maintenant. Je vous prierai de partir. Pensez-y. C'est important. Fouillons plus à fond le passé de Madame Allaire. Dossier familial, conflits, rivalités. Excusez-moi. Qu'y a-t-il, Mélanie? Je vous demanderai d'excuser ma mère. Elle est parfois très obtuse. Tu sais que nous essayons de t'aider, Mélanie. Professeur Doyle, cet homme a-t-il vraiment voyagé dans le temps, dites-moi? C'est ce que nous tentons de savoir. Et ce test d'ADN dont vous parliez, ça ferait avancer votre enquête? Oui, ça m'aiderait beaucoup. Mise à jour du dossier, 19h. Les résultats des tests d'ADN du sujet et d'un descendant potentiel correspondent parfaitement. Eh bien, je vous ai apporté un café puisque vous aimez tant ça. Ah, merci. Monsieur Godfrey. Monsieur? Appelez-moi Jean si vous voulez. C'est de même que mes amis m'appellent. Mais Jean, que pensez-vous de tout ce que vous avez vu? Je vois des miracles et des sortilèges. Je vois des hommes vils et je vois des saints. Vous employez là des termes religieux. C'est exactement ce que vous voyez. C'est ce que je vois. Je sais que je suis maintenant au purgatoire. Dans les limbes, ou soit aux portes de l'enfer, ou celles du paradis. Vous vous croyez mort? Ça, j'en ai aucun doute. C'est vous qui êtes mon juge, qui déciderez où j'irai pour l'éternité. Jean, écoutez... Épargnez-moi la ruse. Je vous ferai honneur, je vous le jure. Vous êtes un bon esprit. Vous me montrerez le chemin jusqu'au cœur des anges. Mais je ne suis pas un ange, ni un saint. Je suis un homme, un médecin. Je le voyons très bien à la lueur dans vos yeux. Vous avez la science du vaste inconnu, le destin final de tout être. Et je sais que vous me montrerez le chemin. Ceci est une carte du Poitou contemporain. Le transparent est une carte de 1638. Alors ici, c'est Port-Royal, là où se serait trouvée la propriété de Godfrey. Là où les Beaux Soleils l'ont trouvée. Vous avez tenu compte de la propriété dans votre évaluation? On a effectué tous les tests possibles sur place, mais sans succès. Ce qu'il faudrait, c'est que M. Godfrey nous montre l'endroit où il est apparu. Procéder à des tests en présence du sujet. C'est ce que je me disais. Jean, nous aimerions que vous nous montriez l'endroit où vous vous êtes retrouvé après avoir vu la lumière. Je ne sais pas si je la reconnaîtrai, mais je ferai de mon mieux. Merci, Jean. Vous me testez encore, monsieur? Je gagnerai votre faveur, même si ça prend un siècle. Jean, vous n'êtes pas mort, et je ne suis pas le gardien des portes du paradis. Comprenez-vous? Voyez-vous, j'essaie de vous aider. C'est déjà fait. Lecture toujours au plus bas niveau. Merci, professeur. Relevé biophysique. Tension artérielle, rythme cardiaque et température du corps augmentée. Tous les indicateurs semblent normaux. Oh. Oh. C'est ici ma terre, mon amour. J'ai bâti ce colombier de mes propres mains. Je le connaissions bien. Nous ne pouvons rien faire de plus ici. Tout est perdu. J'ai donc échoué.
attendez! Revenez! Où est ma terre? Allez, venez, monsieur Godefroy. Je suis désolé. Tous les scans géophysiques sont négatifs. Il n'y a aucun déplacement de matière ou de temps sur les lieux. Aucune théorie? Oh, c'est difficile à dire. Subconsciemment, il a peut-être transporté son état corporel subatomiquement d'un point à l'autre, un vortex psychokinétique. Ou un dédoublement corporel. Une forme de réincarnation. Grâce à une force subconsciente, il accède à une conscience éthérique d'une vie antérieure et la synthétise dans sa vie actuelle. Nous n'avons aucun indice pour appuyer une théorie scientifique. Et puisque nous ne pouvons pas le ramener chez lui, s'il vient vraiment du passé, il est de notre devoir de l'aider à s'ajuster. Godefroy souffre encore d'un traumatisme extrêmement violent. Il aura besoin de consultations cliniques. En outre, j'aimerais qu'il soit transféré dans un milieu plus chaleureux. Je vais en parler au quartier général. Cette nouvelle lui remontera le moral? Il sera plus que soulagé de quitter ce donjon impersonnel. Ouvrez-moi, je vous prie. Code rouge, dépêchez une équipe. Code rouge. Cas numéro 10103. Professeur Connor Doyle, compte rendu final. Les résultats de l'autopsie pratiquée sur la dépouille soutenaient la théorie voulant que Jean Godefroy ait vécu il y a près de 400 ans. Structures cellulaires, enzymes gastriques ainsi qu'hémogrammes correspondent tous à ceux d'un mâle adulte du XVIIe siècle. Quant à savoir comment il est arrivé dans notre présent, on ne peut que supposer qu'il s'agit d'un phénomène qui le transporta instantanément dans le temps. Quelle que soit la nature de ce phénomène, il demeure non identifié. Ce sont de bons enfants. Terminé. Il me manque. Et votre femme? Ma Marianne. Ma douce et belle Marianne. Elle avait ses yeux. Oh, que j'ai hâte de revoir ma terre. Et de voir jouer mes petits. Oh, ma douce Marianne. Te reverrai-je un jour? Douce Marianne. L'OSIR n'a pu découvrir de preuves permettant d'établir que le voyage involontaire de John Hanrahan a bien eu lieu. Mais si, tel qu'énoncé dans les travaux d'Einstein, de Rosen et d'Hawking, la dimension de l'espace-temps peut être courbe, cet homme a peut-être eu la malchance de culbuter à travers un repli de cette dimension. Il reste que le drame de John Hanrahan est à l'opposé du concept que le voyage dans le temps puisse être une aventure excitante et glorieuse.